Nous sommes un dimanche matin, on entend les oiseaux dans les arbres. Nous sommes tout de même au centre d'une grande ville qui a près de 2 millions d'habitants. L'impression de calme qui domine n'est pas trompeuse. En fait, je sais que les Japonais aiment, certains Japonais en tout cas, aiment à donner d'eux-mêmes une image extrêmement moderne, une image d'activité fébrile. Je travaille une partie de la semaine à Tokyo et je connais bien cette grande ville dont l'atmosphère est très différente de celle que je connais ici à Kyoto pour le moment. Néanmoins, il ne faut pas trop croire que les Japonais sont en état de surexcitation permanente. Il est certain que la plupart des gens sont actifs, mais je dois dire qu'ils compensent une activité qui s'étend sur de nombreuses heures et qui est partagée par beaucoup de monde, parce que je dirais là où en Occident nous sommes habitués à voir travailler 2 ou 3 personnes, ici au Japon nous voyons plus facilement travailler 8 ou 10 personnes. Je dirais, cette activité se fait à un tempo, à un rythme assez lent. Et c'est ça qui permet, je pense, à ce pays actif, ce pays surpeuplé, de garder tout de même une apparence, une sensibilité humaine. J'ai déjà éprouvé ça depuis très longtemps, puisque, comme je vous disais tout à l'heure, je suis arrivé dans le temple, nous sommes ici en 65, et j'étais arrivé au Japon en janvier 61. J'ai vu évidemment énormément de changements durant ces 40 ans de séjour, mais je dois dire aussi qu'il y a énormément de choses qui ne changent pas, ou qui changent peu. Et c'est toujours, je dirais, le plaisir de vivre ici, c'est de retrouver les choses qu'on a aimées et de voir que dans certains cas, elles subsistent. Ce n'est pas toujours le cas à Kyoto, où malheureusement la modernisation a entraîné des destructions impardonnables. D'autre part, je ne suis pas non plus un vieux réac, je dirais. J'aime bien aussi de voir certaines améliorations, certaines modernisations réussies, et il y en a. Et je dois dire qu'à ce point de vue-là, le fait que je partage ma vie entre Kyoto et Tokyo est intéressant, parce que Tokyo est devenue une belle, grande capitale. L'architecture en particulier donne beaucoup de bonnes surprises. On peut peut-être s'étonner qu'une institution française dépendant au fond du ministère de l'Éducation nationale soit installée dans un monastère bouddhique au Japon. Bien, en fait, c'est aussi un résultat de l'histoire. Les monastères ici au Japon et à Kyoto, où ils sont particulièrement nombreux, Kyoto est encore la capitale religieuse du Japon, c'est le siège des principales écoles du bouddhisme japonais. Donc les temples sont les seuls endroits du Japon où il y a d'une certaine manière trop de place. Il y a, comme partout ailleurs, de moins en moins de vocations religieuses. Il y a beaucoup moins de gens qui dépendent du temple, comme je dirais les villages de jadis dépendaient des monastères. Et par le fait même, je dirais par exemple, après la guerre, lorsque le Japon s'est trouvé dans une situation économiquement très très difficile, les temples ont accueilli beaucoup de gens pour les loger. Ensuite, ce furent des étudiants qui acceptaient des conditions assez spartiates d'existence et qui logeaient dans des cellules de moines vidées de leurs précédents occupants. Et nous, je dirais, une petite institution qui s'occupait de bouddhisme et qui s'occupait d'une encyclopédie bouddhique, nous avons pu trouver un très bel endroit qui était en fait la résidence du supérieur de l'ensemble du monastère Shokokuji. C'est un endroit où donc j'ai passé une grande partie de mon existence et je suis très heureux d'avoir eu cette chance.
J'espère que nous pourrons encore le conserver quelque temps, mais il est évident que, vu que la situation économique du Japon a totalement changé, que les moines bouddhiques qui ont des ressources pour les cérémonies qu'ils font, en particulier pour les funérailles. On dit parfois que le bouddhisme du Japon, c'est un bouddhisme de funérailles, Soshiki Bukkyo. Bien, ils n'ont plus tellement besoin d'avoir des locataires, et c'est un petit peu parce que nous nous occupons de bouddhisme et parce que nous sommes déjà de très vieux occupants que nous avons pu rester ici jusqu'à présent. Voilà, en fait, si nous nous occupons de bouddhisme, c'est parce que, d'abord, je dirais, c'est une religion qui a une très très grande importance dans le monde d'aujourd'hui. On peut peut-être penser que les Japonais, d'apparence matérialiste que l'on voit, on en voit de plus en plus en Europe, on en voit évidemment dans leur pays, n'ont plus beaucoup d'attaches religieuses. En fait, ce n'est pas tout à fait vrai, parce que le bouddhisme a une telle influence, je dirais, culturelle, que si les Japonais ne sont pas des Occidentaux, c'est en grande partie à cause de l'influence que le bouddhisme a eue sur leur mentalité, sur leur éducation, sur leur manière de vivre, etc. Et je pense que ce sont des questions qui méritent une étude approfondie, et une étude comme nous le faisons de type historique, c'est-à-dire que nous ne nous bornons pas d'observer. Nous observons ce qui se passe sous nos yeux, bien entendu, mais nous ne nous contentons pas de ça. On essaie aussi de voir quelle est l'évolution qui a conduit le bouddhisme ancien, dont nous connaissons les textes et dont nous connaissons les monuments en Inde en particulier, par quel cheminement est-on arrivé à ce que nous voyons pour le moment dans les pays de l'Extrême-Orient. Et je dois dire que c'est une recherche qui me passionne toujours. Je dois évidemment passer beaucoup de temps dans les textes, mais en étant sur place comme nous le sommes au Japon, nous pouvons en même temps avoir immédiatement les recoupements vécus en rencontrant des bouddhistes, des religieux bouddhistes, en donnant des cours comme je le fais à des étudiants japonais sur le bouddhisme. C'est-à-dire, j'ai une impression d'une religion vivante et non pas d'une religion de bibliothèque. Et pas non plus de la religion d'enterrement, plutôt de funérailles, puisqu'on n'enterre pas, on incinère ici, la religion de funérailles dont certains parlent pour railler le bouddhisme d'aujourd'hui. Voilà, je parle avec enthousiasme du bouddhisme. Cela ne veut pas dire que je sois bouddhiste, parce que être bouddhiste au Japon, ça signifierait être affilié à une secte, suivre toutes sortes de consignes qui, en fait, ne me concernent pas personnellement. Mais, je dirais, l'esprit bouddhique, ça je pense que dans la mesure où j'en suis capable, j'y adhère assez fort. Et je pense que c'est à peu près inévitable quand on est, à moins d'avoir une réaction de rejet, comme ça arrive chez certains. Je crois que quand on se passionne pour ce qu'on étudie et que la matière qu'on étudie est une matière spirituelle, je dirais, eh bien, il est certain qu'on adopte pour finir une manière de penser et de voir les choses qui est certainement fortement influencée par le bouddhisme, par le Japon aussi d'ailleurs, hein, sans que, scientifiquement parlant, je n'ai aucun désir de faire de l'apologétique ou de la propagande bouddhique. Ça, je m'en tiens à l'analyse rationnelle
des faits et des doctrines, mais il est évident que je le fais avec tout de même de la sympathie pour l'objet que j'étudie. Voilà, évidemment, en faisant le travail que je fais ici, d'approche la plus étroite possible du bouddhisme et du Japon, je dois toujours tenir compte que je suis malgré tout un expatrié, je suis un étranger qui vit au Japon, qui a vécu au Japon la plus grande partie de sa vie. Et je suis marié avec une japonaise, j'appartiens donc à une famille japonaise. Je sais bien que beaucoup de gens pensent que les Japonais ne sont pas nécessairement xénophobes, mais qu'ils aiment surtout les étrangers qui s'en vont. C'est-à-dire qu'il y a un rôle que l'étranger a à jouer, et puis il retourne dans son pays. Et moi, je suis un de ces étrangers qui restent. Mais comme je me suis, d'un côté, je crois, m'être bien intégré par ma famille, par mon travail, etc., dans le milieu japonais, je n'ai pas l'impression que je sois, comment dirais-je, indésirable. D'autre part, je me rends compte aussi qu'il y a des quantités de caractéristiques qui appartiennent à ma personne, à mon éducation, à ma culture, etc. Et ces choses-là, je ne veux pas les rejeter. Et je pense que on apprécie justement que les étrangers gardent certaines caractéristiques qui ne sont pas celles des Japonais, et quand elles ne sont pas offensantes, je dirais, on est plutôt content de les voir les garder. D'autre part, je dois dire que ça me rend fort sensible aussi au fait d'être expatrié en France, par exemple. Je me sens beaucoup plus proche des expatriés que si j'avais toujours vécu dans mon pays. Et il m'est arrivé souvent dans des discussions, je dirais, avec des émigrés, comme on les appelle en Europe, de dire, mais vous savez, moi je suis aussi un émigré, mais de l'autre bout du monde. Et je dois dire que justement, je tâche d'avoir un œil alors objectif vis-à-vis de l'émigration, de l'immigration, et je trouve qu'il y a un enrichissement formidable qui se fait grâce à l'apport de gens venant de toutes les parties du monde, et qu'on peut maintenant rencontrer, pas seulement à Paris, mais un peu partout. Je crois que c'est, je dirais, au point de vue art de vivre, au point de vue alimentation, etc., il y a beaucoup plus d'influences qu'on le croit qui sont arrivées aussi bien des pays d'Afrique du Nord que des pays d'Extrême-Orient ou de l'Inde, etc., et que tout ça est, dans l'ensemble, positif.